copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de guerriers de la critique ciné. Quand un film ne leur plaît pas, ils passent en mode berserk. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre viking du son. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, si vous êtes du côté de Paris le samedi 28 mai, notez bien la date dans votre agenda, c'est la prochaine séance capture. Au programme, Millennium Actress, un chef-d'œuvre de la Japanime signé Satoshi Kon. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile, clubdeletoile.fr. Cette semaine, du sang, des trahisons et des accents nordiques, on vous parle de The Northman. Retour au Xe siècle, on y suit Hamlet avec un H, mais pas au même endroit que celui de Shakespeare. On y suit Hamlet, donc guerrier viking tout en muscles qui se lance dans une quête pour venger la mort de son père, roi nordique, assassiné 20 ans plus tôt par son propre frère. Mais vraiment, je vous jure, c'est pas le Hamlet pour qui être ou ne pas être est la question. Mais il y a quand même un lien, tout comme le héros shakespearien, notre viking, est très largement inspiré d'une vieille légende scandinave. Pour mettre en scène ce récit nordique épique, Robert Eggers, un réalisateur qui semble affectionner tout particulièrement les histoires se déroulant il y a plusieurs siècles. Le public l'a découvert en 2015 avec The Witch et l'a retrouvé en 2019 pour The Lighthouse. Impossible de ne pas parler du casting haut de gamme avec le Suédois Alexander Skarsgård en tête d'affiche, accompagné d'Anya Queen's Gambit Taylor-Joy, mais aussi Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke et même Björk. Alors, The Northman s'est sorti en salle ce mercredi 11 mai. Est-ce que si l'histoire se déroule en Islande, on peut dire que la vengeance est un plat qui se mange très très froid ? Et vous, c'est quoi votre météo ? Pas mal. Bravo. J'ai bien aimé quand tu prononçais les noms des comédiens. Je veux bien que tu le refasses. Enfin, le début. Non, je rigole. Alexander Skarsgård. Ah, pas mal. Ça, c'est pas ça, c'est Anna Queen's Gambit. C'est-à-dire, la meuf, elle a déjà un nom à rallonge et tu rajoutes encore des. Anya Queen's Gambit Taylor-Joy. Bravo. Bah, moi, ma météo, c'est qu'il fait très très froid et en fait, j'ai rien pour m'habiller. Voilà. Je suis cul nu dans la neige. Voilà. Dans la neige. Voilà. Ça, c'est une bonne météo. J'espère que vous avez tous l'image maintenant. Bah écoutez, voilà. Moi, c'est une pluie de lave. Une pluie de lave, ok. Je sais pas. Merde, j'ai pas du tout préparé. Je suis désolé, Clémence. Je sais pas. Plutôt un beau ciel nordique avec des beaux nuages noirs là, juste avant l'orage. Très bien. Bon, c'est un peu plus sympa que les tempêtes électromagnétiques du multiverse de la semaine dernière. Hein. Ouais. Moi, je pense que je suis celui qui a le moins aimé des trois. Donc, Bon, tu vas nous expliquer ça. Ouais, comment dire. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier film The Witch de Rob Eggers. Je souscris pas trop à cette espèce de truc général en fait sur ce qu'on appelle le elevated horror en fait, c'est-à-dire le cinéma d'horreur plus pour bobo ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est pointé comme ça parce que je trouve qu'en fait, il faut beaucoup de mérite déjà pour prendre un sujet qui est vieux comme le monde. Une trouille qui est vieille comme le monde sur les sorcières, si tu veux, et arriver à faire ce film-là avec une vraie angoisse et surtout dans un vieil anglais. Pour un premier film, je trouve ça hyper osé, hyper culotté et super bien foutu. De plus,
C'est quelqu'un qui a révélé en fait moi je trouve une excellente actrice en fait aujourd'hui, hein, qui est Anna Queen's Gambit Taylor-Joy quoi. Anya Queen's Gambit Taylor-Joy. Oui, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, elle jouait déjà dans The Witch. Voilà, et il y a un projet photographique que je trouvais hyper intéressant moi dans ce film là quoi. Donc du coup en fait c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup de comment dire en tout cas sur son premier film j'avais beaucoup d'atomes crochus. Tout le monde m'a tellement cassé du sucre sur le dos de The Lighthouse, y compris, je crois, toi, Marie, t'avais pas trop aimé The Lighthouse, il me semble, mais... Non, moi, ouais. je l'ai vu. Moi, je l'ai vu récemment, et je l'aime. Et je sais que Julien, il a pas aimé non plus, donc, et puis Arnaud m'a dit la même chose, mais lui, il aime pas non plus The Witch, tout ça. Donc, du coup, j'avoue, je me suis dit, bon, c'est vrai que potentiellement, il pourrait tomber dans des travers qui pourraient ne pas me convenir, en fait, ce que j'appellerais, moi, des trucs de bêtes de festival et tout. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre ça de côté, puis si Northman, ça me plaît vraiment, je tenterai le coup sur The Lighthouse, quoi. Et je suis allé voir The Northman avec cette bonne volonté, donc j'avais pas du tout d'idée préconçue, au contraire, c'est le mec qui a fait The Witch, et j'en suis ressorti totalement, quand je dis cul nu, froid dans la neige, c'est parce qu'en fait, j'aurais rien ressenti. Vraiment, je suis sorti de là, j'étais en train de me débrouiller, je me disais, en fait, si tu veux, à mon cerveau, intellectuellement, je me disais, ouais, il y a des jolis trucs dedans, mais c'est un film de barbare. Joli, oui. Ouais, non, mais c'est un film. Oui, parce que t'as quelques idées de scène, t'as quelques trucs et tout. T'as notamment un jeu, mais je vais y revenir, un jeu sur la mythologie, en fait, et sur, sur la perception que le barbare lui-même peut avoir dans un moment spécifique, en fait, de son parcours héroïque, quoi. Qui est plutôt bien fait. Si tu veux, tu sens que c'est un cinéaste, hein, le mec qui fait le film, quoi. Mais pour autant, je trouve que, justement, la barbarie requise... pas seulement à l'écran, mais aussi derrière la caméra, en fait, elle est pas là du tout. Donc du coup, je me sens complètement extérieur à ce que le film raconte. Je suis pas du tout... Enfin, pour moi, c'est du gore, de la violence, en fait, de princesse, quoi, si tu veux, de Madame la Comtesse, tu vois, qui te raconte le truc dans son coin, quoi. Et ça m'a d'autant plus surpris que comment dire, je trouve pas que ce soit en tout cas, encore une fois, j'ai pas vu The Lighthouse, donc ceux qui l'ont vu me diront bah oui, mais je trouve pas que ce soit le cas sur The Witch, en fait. C'est-à-dire que je trouve au contraire que The Witch, il y a quelque chose de très organique, en fait, dans son fonctionnement de l'horreur, dans sa façon de présenter les choses et tout, et donc voilà, donc ça c'est le premier truc qui fait que je suis complètement resté en dehors, ce qui fait que d'un seul coup, quand tu regardes un film comme ça, avec quelques idées osées, hein, notamment par exemple, il y a une représentation graphique, en fait, de l'arbre généalogique, si tu veux, du guerrier, quoi. Quand t'es en dehors, t'as beau admirer le fait que le mec a les couilles de faire un truc un peu osé, ça paraît ridicule, quoi. Et en gros, il y a pas mal de moments comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est, à part cette scène spécifique dont j'avais parlé, en fait, qui est encore une fois un pur rapport à la mythologie, tout ce qui est de l'ordre comment dire, de l'aspect, j'ai envie de dire cosmogonique, spirituel, et plus loin de mythologie, en fait, si tu veux, c'est des images d'Épinal, quoi. J'ai vraiment l'impression de voir ça. Et alors, c'est ce problème, en fait, majeur, en fait, dans pas mal de scènes, c'est qu'il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression de regarder du théâtre filmé. Alors attention, qu'on se comprenne bien, hein, pas du théâtre filmé comme quand on regardait, si tu veux, les captations de pièces sur TF1 ou sur France 3, si tu veux, à 23h dans les années 90, hein, je parle pas de ça. Je viens d'avoir un flash de scène le Grand Boulevard. Voilà, non, je parle pas de ça, évidemment, je parle pas de captation de théâtre, hein, je parle vraiment de théâtre filmé dans le sens où il y a vraiment, en fait, une scénographie, la façon dont les personnages bougent dans la scène, qui fait que, comment dire, en gros, tu sens qu'ils sont en train de déclamer un grand texte, ce que le film n'est pas, hein, faut être honnête, sans, en fait, si tu veux, avec un cadre, hein, léché, c'est-à-dire propre, machin et tout, quoi. Tu sais ce que c'est le texte ? Parce que tu dis c'est pas un grand texte, en fait c'est un texte je parle du scénario. Oui, c'est énormément repris, en fait, texto. Du récit nordique, en fait, hein, qui a inspiré Shakespeare et tout. Bon, texto en anglais, parce qu'il faut aussi préciser que, comment dire, voilà, le truc, si tu veux, c'est que, en gros, c'est pas un truc, en fait, qui est fait en langue, tu vois, en langue ancienne, parce que c'est un gros budget aussi, oblige, ça, on va pas lui en vouloir, mais disons que, voilà, pour moi, on se retrouve dans un espèce de truc comme ça, où d'un seul coup, bah, en fait, ouais, ça participe du fait d'être complètement extérieur, en fait, au récit, quoi. C'est-à-dire que...
Sache que le scénario a été coécrit par le réalisateur, mais par aussi un artiste écrivain dont je ne vais pas prononcer le nom, sinon je vais l'écorcher. Mais qui est... Hein tu vas les plaire. Non, c'est Sigurjón Birgir Sigurðsson. Okay. Ça se prononce pas comme ça, mais je serais incapable de te dire effectivement comment ça se prononce. Ouais, il est écrivain et c'est notamment le parolier de beaucoup de chansons de Björk. Mais en fait, c'est Björk qui les a présentées. En fait, Eggers a eu l'idée de faire ce film lors de vacances en Islande. En fait, un ami commun lui a présenté, Björk qui lui a présenté, pareil, cette personne dont je ne dirai pas le nom, moi non plus. Je ne me risquerai pas à prononcer son nom. Et en fait, Eggers a expliqué qu'il n'avait jamais été très attiré par le côté viking, il n'avait jamais pensé faire un film de viking parce qu'il n'aimait pas trop le fait que toute cette imagerie soit beaucoup reprise par l'alt-right et l'extrême droite américaine et tout ça. Et en fait, en rencontrant... donc son co-scénariste qui est un poète et parolier islandais. En fait, ils ont beaucoup parlé et il a aussi le film est aussi dû à sa rencontre avec Alexander Skarsgård qui lui aussi voulait adapter une histoire de vikings et enfin une grande épopée scandinave en fait. Et l'écrivain en question a quand même au-delà de poèmes a écrit pas mal de romans, genre une dizaine, et des pièces de théâtre. Et je crois que c'est aussi le scénariste de Lamb, il me semble, Lamb qui est sorti récemment. Et aussi, si je puis me permettre, alors je me trompe peut-être, mais il s'est donc repris texto de ce récit nordique et viking, et ils ont essayé d'incorporer au maximum ce qu'il y a dans ce récit, sachant que les récits de cette époque-là sont difficile à retranscrire, qu'il faut une traduction en fait dans le cinéma. Et je pense aussi que, mais bon, je vais pas commencer à être dans le dialogue avec ça, je pense qu'il avait pas fini, mais je pense aussi que du coup, le côté théâtral qui est dû, moi je pense beaucoup plus à une question de choix de focale qu'à une choix de mise en scène dans le sens remplacement des comédiens de cadre. Je pense que c'est complètement du coup voulu en fait dans cette perspective. Mais que ça soit voulu, c'est un autre problème. Après, le truc c'est que c'est pas parce qu'on adapte un grand récit qu'en fait on le fait bien automatiquement. Hein. Je veux dire, sinon tous les Hamlet qui sont sortis seraient géniaux, quoi. Mais en fait, je rebondissais sur le fait que tu disais que c'était moi je parlais vraiment de l'adaptation, quoi. Tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que du coup, moi, ma problématique, en fait, voilà, c'est bon pour boucler tout simplement. En fait, c'est tous ces éléments en fait qui font que je me retrouve totalement extérieur au truc. Marie a pointé un truc du doigt, c'est-à-dire que je savais pas d'ailleurs en fait que sa réticence en fait à partir dans une imagerie qui est reprise effectivement par l'alt-right, tu vois, ça t'as envie de lui dire c'est par défaut mon gars en fait, c'est-à-dire que en gros c'est malheureux, hein, c'est malencontreux si tu veux, mais ça devrait pas t'empêcher de kiffer si à la base l'origine ça te fait kiffer, quoi, tu vois. Et du coup en fait le problème de tout ça c'est que bah oui on se retrouve avec un film qui justement ne va pas à fond dans cette imagerie là pour moi, qui est comment dire ce qu'on pourrait comment dire demander à, tu vois, je sais pas, tu vois, ce qu'on pourrait reprocher à Milius, tu vois, sur Conan, tu vois, mais en fait c'est exactement ce que tout le monde kiffe dans Conan, justement, tu vois, cet aspect complètement barbare, tu vois. Enfin voilà, moi je suis pas un grand fan de Conan parce que j'ai des problèmes avec le film, mais après tu peux pas enlever qu'il y a une imagerie vraiment pour le coup extrêmement barbare, extrêmement machin, parce que là je trouve en fait on est extérieur complètement à ça. Vraiment à chaque fois je vois le beau mouvement de caméra, je vois le joli petit truc, et en fait du coup je suis pas du tout dans la violence du moment, pas du tout dans l'expression, la rage en fait des personnages. J'ai un autre problème, alors ça, mais je le dis parce que je pense que peut-être mes amis vont me contredire ici, mais j'ai pas l'habitude trop moi de commenter les physiques des personnages, enfin des acteurs, tout. J'essaye d'éviter parce que en fait en gros voilà, mais le truc en fait c'est que pour le coup, et on en fait des blagues en fait, on en faisait des blagues sur Scream avec comment elle s'appelle, avec comment elle s'appelait l'actrice de Scream là, Courtney Cox, qui s'est fait tirer la gueule. Mais alors là, dans un film historique, le tirage de gueule de comment elle s'appelle, de Nicole Kidman, j'adore ça en fait. Ah ouais, je trouve ça mais horrible. Ça la rend monstrueuse, c'est très intéressant. Oui, mais le truc c'est que ça la rend monstrueuse pas de manière naturelle justement. Ah oui, mais justement, elle est pas naturelle en fait. Ça te sort. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois une Housewives de Beverly Hills, en fait, tu vois pas, pour moi, le personnage, quoi. Mais bon, donc du coup, en fait, et ça, c'est vraiment, c'est un truc perso, hein, c'est très perso, mais du coup, ça me fait totalement sortir du récit historique, en fait. Et là, je parle spécifiquement d'un récit historique, hein, c'est-à-dire que Courtney Cox, dans Scream,
on moque le côté un peu vaniteux, on va dire, mais c'est pas très grave. T'es pas dans un récit historique, hein. T'es dans un récit dans une de époque, fiction. dans une époque voilà. historique. Bon, bref. Je veux dire, nous soyons quand même, tu vois, on n'est pas, ça sort pas de n'importe où quand même. Tu vois, ouais, mais ça ça me gêne beaucoup moins parce que là, je trouve que justement que c'est travaillé et que c'est cohérent avec le personnage que, je sais pas, moi, la mise en pli de Janet Leigh dans Les Vikings de Richard Fleischer. De toute façon, t'as toujours cette distance ou aussi la coupe de cheveux très début des 80s de Schwarzy dans Conan le Barbare de Milius, en fait. Certes, mais le truc, si tu veux, c'est que là, en fait, en l'occurrence, ça convoque un truc qui fait que tu peux pas voir Nicole Kidman de toute façon autrement. Donc, quand tu vas chercher quelqu'un comme ça, tu sais que ça va se voir, en fait. Oui, mais si tu veux, que... c'est comme un effet spécial pour moi. Et en fait, ça me pose un petit problème, quoi. C'est un effet spécial, je pense. Mais peut-être que Marie, tu veux... Ouais, moi, ça me gêne pas du tout ce côté-là parce que justement, ça rajoute un petit côté fake où justement, en fait, pendant toute la première partie du film jusqu'à la fin, tu vois le film, enfin tu vois les événements par les yeux du personnage qui a ses souvenirs d'enfant. Donc en fait c'est un mec qui a 25 ou 30 ans et qui voit le monde comme il l'a vu quand il avait 8 ou 10 ans et qu'il est parti. Donc il voit sa mère, il l'idéalise et tout. Et moi je trouve que justement son physique va bien avec l'espèce d'éclat de rire qu'elle a quand elle lui révèle dans la chambre qu'en fait, je vais spoiler, hein, mais bon tout le monde est au courant. On a l'habitude. Que voilà, qu'elle lui révèle que en fait c'est elle qui a demandé... connaît Hamlet ou a vu le Roi Lion, donc je pense que ça va. C'est ça. Et qu'elle lui révèle que voilà, que c'est elle qui est à l'origine de la mort de son père, qui a demandé à son oncle de le tuer et que son père était un misérable petit roi et que c'est son oncle voilà. Et je trouve ça que je trouve que ça va bien en fait. Moi ça m'a pas du tout choqué. Ça peut peut-être me gêner dans d'autres films et encore je m'arrête pas vraiment à ça. Mais ouais. Et donc pour revenir à ce que tu disais en fait c'est moi j'ai pensé un peu à ça à certaines scènes. Moi je sais que j'étais à fond dedans dès le début. Mais je me suis dit que si on rentrait pas dedans, certaines scènes allaient être très compliquées, voire le côté ridicule ou risible, je le vois très bien, sauf que moi j'étais de l'autre côté et je l'ai trouvé très bien. C'est les meilleurs films, hein. C'est les meilleurs films. C'est quand il arrive justement, ouais, en fait, c'est génial. Et en fait, moi justement, je me suis dit, il y a des gens qui vont pas rentrer dedans, mais moi j'ai réussi à rentrer dedans dès le début. J'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'est un film. Moi, je trouve qu'il y a une violence. Tu vois, quand tu dis que tu trouves ça propre et tout, moi je trouve ça assez graphique. Je trouve ça hyper intéressant de voir. On voit de la tripaille, des nez coupés. Il y a un personnage qui a littéralement le nez coupé pendant tout le film. Enfin, c'est des trucs qu'on voit. Ça, moi, je trouve que c'est. Ouais, j'adore ça. Je trouve que c'est des trucs qu'on voit pas souvent. Et en fait, c'est des trucs que j'ai souvent, moi, devant les films. Devant les 3 films d'Eggers. En fait, c'est des sensations où je suis soit mal à l'aise, soit je suis happée par le film. Mais c'est des films qui me font ressentir des choses physiquement. The Lighthouse, où j'étais hyper oppressée par l'espèce de folie qui s'empare. Après, le film n'a pas. est pas parfait, mais moi c'est des films qui me font ressentir des choses physiquement et c'est hyper rare en fait. Donc voilà, quand je l'ai vu là, en plus on était la Projo Presse, en plus c'est quand même toujours des bonnes conditions, donc t'es vraiment dans une salle où ça parle pas, parce que dans ton UGC ou dans ton MK2 il y aura peut-être un peu des bruits et tout là, parce que moi j'avais vu j'avais vu The Witch justement dans une séance UGC à l'époque et qui avait été vendu comme un film d'horreur, et du coup j'avais plein de gens autour de moi qui c'était même pas des gens qui ricanaient, mais c'était des gens qui comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir et qui étaient en mode mais qu'est-ce que c'est que ce film, vraiment qui comprenaient pas. Et bon, j'avais réussi à apprécier le film, mais c'est vrai que ça peut sortir un peu du film, et là pour le coup je l'ai vu dans des super conditions, vraiment dans une super salle très proche de l'écran, et moi j'étais vraiment dedans. Je trouve qu'il y a des plans qui sont il y a des scènes de guerre qui sont assez incroyables, avec ces 2 ou 3 plans séquences mis bout à bout. Je trouve que c'est en fait c'est quand même un énorme plateau avec tout est calé, avec jusqu'au cheval au fond. Enfin c'est vraiment tu vois les gens se battre et s'entretuer sur plusieurs plans, donc c'est quand même assez fou. Et même sur les autres plans, il y a toujours une caméra en mouvement, avec toujours des travelling sur les personnages, la caméra qui avance avec les personnages dans dans des paysages d'Islande qui sont hyper beaux. Bon, ça a été aussi beaucoup, je crois, tourné en Irlande, mais je trouve qu'il y a quand même des paysages qui sont assez incroyables. Et justement aussi, donc ces scènes de Valhalla, la scène où la Valkyrie l'emmène au Valhalla, je pense que c'est peut-être une scène qui t'a pas plu et qui t'a sorti. On est quasiment à la fin. Voilà, mais en fait, moi je me suis dit, c'est quand même un film qui ose montrer ces trucs-là, parce que il y en a des tonnes de films qui parlent du Valhalla, du machin, et qui jamais te le montrent ou jamais l'illustrent, et je trouve que c'est quand même un pari assez osé de montrer ce genre de trucs, ou de montrer les rites avec le roi et son fils qui font des rôds d'épée et c'est
je trouve que c'est intéressant de mettre Willem Dafoe aussi dans ce rôle-là, de l'espèce de prêtre, je sais même pas comment entre païen. le fou du roi et le qui prêtre. est dans ces deux rôles, et de mettre Björk en espèce de pitié qui lui fait des révélations, machin. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis plus sur des scènes, tu vois, par exemple, en fait, parce que je suis d'accord, en fait, si tu veux, oui, c'est graphique. Je dis pas le contraire, les gens vont le voir, et je suis pas en train de dire que c'est pas graphique, mais c'est vrai que par contre, j'ai pas l'intensité que vous ressentez sur le film, c'est ça le truc. Il y a notamment un plan très très violent où il y a un mec qui se fait planter justement le couteau dans son pif, quoi, et en fait, j'étais là, genre. Ok, enfin en fait, quand t'es en dehors de ce degré de violence, si tu veux, c'est que pour moi, en fait, c'est là où c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que le film il marche pas sur moi. Mais par exemple, en fait, si tu veux, sur tous les éléments dont tu parles et sur tous les éléments graphiques et fantastiques, moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée et j'aurais aimé que le film aille beaucoup plus loin que ça parce que je trouve que c'est la scène réussie en fait. C'est-à-dire, c'est le moment où j'entrevois vraiment la qualité en fait de réalisateur de ce mec-là. C'est-à-dire que je peux pas lui enlever ça et ça me fait chier d'ailleurs de pas aimer un film comme Northman. Mais c'est le moment en fait où il descend justement en fait, c'est dans un bateau je crois en fait, c'est ça. Et il va chercher en fait si tu veux une épée. Et en gros si tu veux il a tout un trip autour d'un mort-vivant en fait si tu veux parce que en gros il s'imagine en fait le réalisateur mythologise le combat pour le spectateur alors qu'en fait il y a rien, il se passe rien. Tout est dans la tête du personnage tu vois. Et tout ce moment-là qui est hyper ici comics, tu vois, hyper comment dire graphique et tout. Je me disais putain, mais c'est en plus évidemment de convoquer cette mythologie là. Je me disais voilà, ça c'est en fait c'est le film que j'aurais aimé voir et j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin en fait, si tu veux, dans ces tripes là quoi. Le reste, oui c'est là, mais je trouve il y a une espèce de vraiment de, j'ai pas de meilleur terme que de dire je me sens extérieur à ça et en fait j'ai pas pouffé de rire, tu vois, je moquais pas le film, tu vois, mais j'étais en train de me dire... T'as pas réussi à rentrer dedans. Quoi. Ouais, et puis c'est dommage, en fait, surtout parce que, encore une fois, je veux dire, c'est vrai, quand tu ressens pas le truc, voilà, mais faudrait peut-être que je revoie le film pour expliquer exactement les moments, les raisons pour lesquelles je trouve qu'il y a une distance en fait, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ce soit moi qui soit totalement distant non plus quoi. Après je pense qu'il a pas pu aller à fond parce que le film a été pas mal, justement lui il s'en est pas caché, que le film a été pas mal charcuté ou au moins remonté par la prod qui en fait ils ont fait des projections test et les gens comprenaient pas le film et du coup il y a pas mal de choses qui ont été changées et je pense qu'il avait moins son mot à dire que sur The Witch qui coûtait 4 millions et celui-là en a coûté 90 millions, donc je pense que c'est aussi plus compliqué pour lui de garder peut-être que s'il y a un director's cut ça ira peut-être plus loin, je sais pas exactement, du coup il a pas dit exactement ce qu'il avait dû couper et ce qui est pas dans le film, mais voilà, peut-être que ça explique aussi. Puis il a l'avantage de pas se cacher derrière en fait son statut d'auteur, tu vois, donc voilà quoi. Il y a Julien qui veut parler. Julien, tu es bien silencieux. J'attends d'avoir ma place, quoi, c'est tout. Ouais, ça va. Mais peut-être que excuse-nous, quoi. Elle a peut-être pas fini, Marie. Non, mais je voulais juste rajouter 2-3 trucs. Après, je te laisse parler. Mais ouais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le, il a travaillé en fait avec beaucoup des spécialistes de la culture nordique et viking. Avec, il y a vraiment un soin qui est apporté jusqu'au dans les petits détails. Vraiment, les costumes, les broderies sur certaines tuniques, c'est vraiment des motifs d'époque qui ont une certaine signification selon les différents peuples et tout. La BO, il y a certains morceaux qui sont faits avec des instruments d'époque, dont une espèce de sitar islandaise qui est utilisée. Pareil pour les décors, je sais qu'ils ont fait certains... les armes, elles sont façonnées à la main, les épées, elles sont façonnées à la main sur des modèles d'épées de l'époque. Pareil pour les maisons qui sont construites. Voilà. Enfin, tout a vraiment été fait avec une espèce de soin où il voulait vraiment être un esprit vraiment de reconstitution et de véracité. Au plus proche de la réalité historique. Ouais, voilà. Très bien. Merci pour ces infos et ces détails. Et si je peux rebondir là-dessus, en fait, pour moi, c'est la grosse force en fait de Egger, c'est-à-dire que c'est quand même, moi, j'aime pas du tout The Lighthouse, et je vais expliquer après pourquoi, parce que j'ai aussi des réserves du coup sur The Northman qui sont liées avec ce qui m'avait énormément déçu dans The Lighthouse. Mais par contre, le truc que tu peux pas lui enlever, c'est que c'est un mec qui arrive à recréer des univers, ou en tout cas à créer des univers, et des univers hyper crédibles. Moi, je respecte ça, et c'est surtout des univers inédits, c'est-à-dire que moi, c'est des trucs que je vois pas au cinéma. J'ai un peu je pense la réaction que Stéphane avait devant mes réticences sur Freaks Out, c'est-à-dire que
je comprends que tu puisses pas rentrer et tout dans le truc, mais quand est-ce que tu as vu un film comme ça en fait ? Quand est-ce qu'un film comme même sans parler en fait du contexte qui pourrait être compliqué avec le cinéma, le machin et tout, mais c'est quand en fait que tu as vu un film de Viking qui ressemble à The Northman ? Moi, j'ai pas vu en fait de trucs comme ça. J'en ai vu des films de Vikings. J'adore le 13e guerrier, j'adore les Vikings de Fleischer, j'adore le Bava dont le nom m'échappe, le film de Mario Bava de Vikings et tout. Enfin voilà, il y en a plein qui sont super et tout, mais moi j'en ai pas vu en fait des trucs comme ça. Et je trouve qu'il a une façon en fait, il a une façon de remettre les compteurs à zéro justement, et je pense que c'est ce qu'il dit aussi quand il dit qu'il se défie de la façon de récupérer l'imagerie, la pseudo-imagerie viking, les casques à cornes, quoi, on va dire, et les dracars avec les têtes de dragon, tu vois, de Alexandre, parce que lui justement il est retourné en fait à la source, et ça c'est un vrai atout en fait. Moi je trouve que c'est un vrai truc en fait là-dedans. Alors après moi je vais commencer par mes réticences, c'est que moi j'ai pas aimé The Lighthouse parce que je pense que Robert Eggers, et ça se sent beaucoup dans ses interviews, je trouve que le mec est pas très sympathique. Il a ce démon du jeune cinéaste qui se regarde filmer et qui se regarde évoluer, et qui est très fier d'être un auteur et qui se positionne comme tel. Et je trouve que dans The Lighthouse, il se laissait complètement dominer par ça. Je trouve aussi qu'il y a je trouve qu'il y a des interviews de Northman, j'ai commencé à en lire et écouter quelques-unes où il est juste, mais alors mais abaffé quoi. Le mec il dit j'ai dû me fouetter pour faire des plans numériques et tout. Tu vas dire mais ta gueule quoi. Enfin c'est complètement con ce genre de posture à la con là. Bon et je trouve que du coup ce mec il y a un peu de ça en fait dans le film encore. C'est-à-dire que le jour où ce mec là, je vois venir le jour, et c'était le cas en fait dans The Lighthouse où ce mec aura plus rien à sortir de son ventre et fera des films qui seront d'une prétention et d'un péteux hallucinant. Or, je trouve que c'est pas le cas dans The Northman. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, par exemple, il a pris ce récit antique, c'est que justement, il voulait parler au plus grand nombre. Il a cherché en fait une structure narrative dans laquelle les gens pourraient retrouver leurs petits. Et en fait, il a dit, ça me donne une légitimité, encore une fois, historique dans les relations humaines à cette époque-là. Et dans cet univers que je veux recréer, donc ça c'est très malin, et je sais que si je fais appel en fait à ces émotions-là chez mes spectateurs, ils vont avoir des réminiscences, si ce n'est de Hamlet, en tout cas effectivement du roi Lion ou du roi Léo pour les Japonais, enfin voilà, de tout ça. Je trouve que ça sent en fait ça sent cette volonté-là de parler au plus grand nombre. J'ai quand même aussi une autre réserve, je suis étonné que personne n'en ait parlé, mais moi j'ai un problème quand même avec Skarsgård, qui est... Moi j'ai un énorme problème avec Skarsgård. Ouais, je trouve que ce mec, c'est très bizarre parce que c'est la deuxième fois qu'Hollywood le choisit pour faire un personnage un peu de sauvage comme ça. C'est la première fois, c'était dans le Tarzan épouvantable là, qui était sorti, qui a déjà été complètement oublié, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est pas marrant, mais le problème que j'ai avec ce mec, c'est je trouve qu'il est hyper lisse, et y compris dans sa musculature. C'est-à-dire que tu vois qu'il accomplit des choses physiques qui sont pas faciles dans les scènes de nage notamment et tout, où il est impressionnant, hein, je nie pas ça et tout. Tu sens que le mec, il doit s'astreindre à un rythme de vie, de nourriture et tout, qui doit être dingo. Il a presque un corps décorché, mais je trouve que ce corps-là, en fait, ne correspond pas. Là, pour le coup, j'ai un vrai problème. Autant j'ai pas de problème avec Nicole Kidman. Là, j'ai un problème avec ce corps-là dans cet univers-là. C'est-à-dire que moi, ça fonctionnait avec Schwarzy, parce que Schwarzy, il avait finalement un corps de comics book, et que pour moi, Conan le barbare et l'univers de Robert Howard, c'est pas un univers historique, c'est autre chose. C'est de l'heroic fantasy des années 30 et après des années 70-80, quand c'est John Buscema qui dessinait Conan. Là, c'est pas pareil, en fait. Là, t'as un contexte historique qui est hyper crédible. Par exemple, Ivanhoe, que je trouve hyper crédible en roi viking et tout. Et puis, t'as ce corps sculptural qui serait plus à sa place, je sais pas, peut-être dans un film sur la Grèce antique ou un truc comme ça, mais pas chez les Vikings, pas en fait où la Grèce est un atout pour supporter le froid. Il y a un truc où en fait je trouve qu'il y a un manque de cohérence là-dedans. Et puis l'autre problème, c'est que, mais alors là c'est aussi assez personnel, mais je trouve qu'il dégage rien, ce mec. Je trouve qu'il est pas charismatique pour un sou, et c'est un problème. Moi je me suis à tel point d'ailleurs que je me suis demandé à un moment s'il allait pas plus travailler le truc de Hamlet à la base, enfin en tout cas de récit, qui est que Hamlet se fait pas passer pour un esclave comme c'est le cas là, mais pour un béné en fait, pour un mec un peu qui est drôle même, tu vois, tellement il est un peu con. Et je me suis dit peut-être qu'il l'a choisi pour ça, c'est de dire l'image que j'ai du mec, quoi. Mais bon, voilà. En dehors de ça, moi je vais aller effectivement dans le truc de Marie. Qui me donne ça en fait?
Quand est-ce que j'ai vu ça ? Quand est-ce que j'ai vu des deux mecs à poil qui se font une putain qui font un duel à l'épée au milieu... Dans une pluie de lave. Dans une pluie de lave, putain, moi j'étais trop heureux de voir ça. Quand est-ce que j'ai vu la Valkyrie ? Et c'est pareil, la Valkyrie, t'en as vu des imageries autour de la Valkyrie, pas forcément au cinéma, mais dans les comics et tout. Moi je n'ai jamais vu une Valkyrie comme ça. Et en plus, là aussi, c'est là où il est malin, Robert Eggers, c'est que, par exemple, il y a un détail chez la Valkyrie qui te l'avant tout de suite, c'est ses dents. Parce qu'en fait, il dans les... dépouille en fait des vikings de l'époque, et surtout je crois que c'était surtout dans l'équivalent de la noblesse, ou en tout cas de la classe dirigeante, ils avaient des décorations comme ça sur les dents et tout, et c'est vrai que ça donne un truc en fait à ce personnage tout à coup, ces dents là, tu te dis mais ça vient d'où ? Et il y a plein de trucs comme ça. Moi je vois évidemment les affaîtries un petit peu d'auteur de Eggers, je vois les emprunts à Tarkovsky, surtout à Requiem pour un massacre, hein, avec la scène où il les brûle là, ouais, ça c'est presque embarrassant parce qu'il reprend presque in extenso une des scènes les plus traumatisantes de ce film-là et tout. Mais c'est pas grave parce que je trouve qu'il y a une vraie cohérence, et puis moi, il y a une vraie satisfaction, encore une fois, à voir un film comme ça. Et là, je rejoins Marie, et je vais pas étayer plus que ce qu'elle a dit, mais je suis tout à fait, en fait, dans son truc. Moi, j'ai été... parfaitement, voilà, et je trouve il y a aussi un autre truc, c'est peut-être que le troisième acte est un petit peu redondant dans ses ressorts dramatiques, le récit a un moment un peu du mal à avancer, mais je suis comme vous étiez en fait par rapport à Freaks Out, moi je l'étais pas, où je me dis mais ce film sort d'où, comment ça se fait en fait que ça arrive à être produit pour autant d'argent en fait, ce truc-là. Ouais, produire pour autant d'argent. Alors, un film qui s'appuie pas sur une franchise existante, mais que ce soit... s'appuie sur rien d'existant aujourd'hui. Ouais. D'où bon, il y a après il y a un genre quand même qui est apprécié, hein. La fantasy c'est pas non plus voilà, hein. Alors c'est pas de la fantasy à la Seigneur des Anneaux, mais d'accord, tu vois, mais je veux dire, moi je pense que déjà quand j'ai appris le budget, j'ai un peu halluciné si tu veux. Mais tu l'as appris où ? Enfin, faut se méfier aussi de ça. Non, mais je dis pas forcément, encore une fois, que c'est le vrai budget du film, tu vois. Mais enfin, quand bien même, ça serait 90 millions. Moi, j'ai l'impression que ça en a coûté 3 fois moins. Hein. Genre vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas de star power, il n'y a pas de... tu tournes pas un truc en Islande avec des décors construits, des décors naturels dans les conditions de tournage que tu as là-bas avec... Je pense que c'est aussi une question de, encore une fois, au final, l'empreinte que le film te laisse, quoi, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, comme tu vois, je sens pas la vibe épique, on va dire, du truc, je questionne ça, quoi, mais c'est vrai que, c'est vrai que si c'est 90 millions, si c'est le vrai budget ou si ça s'approche, c'est très très osé en fait Parce que c'était censé être moins, je crois qu'ils étaient partis sur 70 ou 80 et qu'ils ont dépassé, qu'ils sont arrivés à 90. Énorme, ouais, bien sûr. Pour un film comme ça, quoi. C'est-à-dire surtout avec cette violence graphique, etc., quoi. Moi, je rebondirais juste sur un truc parce que ça m'est un petit peu revenu là pendant que vous parliez et tout. L'aspect, j'insiste vraiment sur ça, hein, sur l'aspect théâtral en fait, qui est scénique pour moi, parce que et j'ai un plan notamment en fait qui me revient en tête. C'est le plan où ils sont justement sur le Drakkar à la fin, et en fait ils la laissent pour partir justement assouvir sa vengeance, quoi. Et en gros, l'assumer, on va dire. Et cette sortie de scène en fait quand ils plongent dans l'eau, je me suis tout de suite dit mais en fait et la façon dont elle bouge derrière et tout, je me suis dit mais ça. J'ai l'impression d'être au premier rang vraiment en fait, c'est tu vois les acteurs en fait si tu veux qui ont joué le truc de manière scénique sur scène et qui se sont dit bon on est sur l'eau mais tu vois, et après tout le reste est rehaussé on va dire si tu veux numériquement quoi en l'occurrence, mais le truc si tu veux c'est que puisqu'il y a des fonds et tout, mais le truc si tu veux c'est que voilà après c'est ce plan qui me revient, c'est vrai. Parce que je crois que j'ai dû me faire la réflexion sur le moment en fait en regardant le film, mais il y en a plein en fait des moments comme ça en fait, des trucs vraiment d'entrée de scène et de sortie de scène qui pour moi font extrêmement théâtral et peu mise en scène en fait si tu veux en termes visuels en fait, voilà quoi. Mais après bon encore une fois voilà, j'ai pas envie en fait d'enlever le mérite potentiel du film, et je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment l'apprécier, voilà. Moi disons que je suis satisfait sur un sujet similaire, voilà, et peut-être un peu plus, moi je suis vieux jeu sur ce truc-là, quoi. Je suis plus satisfait par le film des frères Cohen, en fait, qui est sorti en début d'année sur Apple, et dont Yannick avait parlé dans son émission, quoi. Tragédie de Macbeth, en fait, en tout cas, pareil, hein, une approche théâtrale, ça c'est volontaire aussi, quoi, mais extraordinairement mis en scène avec, pour le coup, visuellement et stylistiquement, c'est complètement différent. On est vraiment dans... l'expressionnisme, quoi, mais et pour le coup je trouvais ça beaucoup plus habité, quoi. Voilà, mais bon, j'ai fait mon... Bon, eh ben, on va laisser nos auditeurs se faire leur propre avis, puisque ici l'avis n'est pas tranché. Pour voir The Northman, rendez-vous en salle à partir de ce 11 mai.
C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu The Northman et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, alors là en l'occurrence, voilà, choisissez votre camp. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltempourlerépondeur@gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du dernier Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonjour la Capture Team, franchement ça devient super compliqué de vous suivre, pour la simple et bonne raison que la semaine dernière on se retrouve avec un premier multivers et un talent en or massif où Nicolas Cage refait l'acteur pour les besoins de l'anniversaire d'Angus, mais encore ça va, ça se comprenait. Et cette semaine, paf, nouveau multivers et c'est Sam Raimi qui est transbahuté à nouveau chez Marvel pour refaire des films non pas avec une araignée, mais avec un espèce de Gérard Majax de luxe et une sorcière mal aimée, dans un espèce de décorum complètement farfelu qui mixerait à la fois Oz et Evil Dead. Bref, un gros bordel qu'on va pardonner à Sam Raimi. Par contre, je tenais simplement à vous prévenir d'un truc. Faites attention au prochain multivers qui va vous tomber sur le coin du nez dans 3 semaines. C'est Tom Cruise qui pilote un avion de chasse et attention, ça risque de faire assez mal. J'ai beaucoup apprécié écouter vos avis sur le film et je suis plutôt d'accord avec vous. En revanche, je trouve dommage que vous ayez pas évoqué ce qui est peut-être, même probablement la meilleure scène de la séance, à savoir celle où les personnages explorent, vous savez, un univers absolument sublime avec une sorte d'extraterrestre bleu, des environnements paradisiaques à l'ampleur assez folle, et en plus tout ça qui a l'air d'être fait avec des CGI vraiment complètement dingues, quoi. Alors, certes, évidemment, on revient vite vers des univers beaucoup plus originaux, comme celui où Strange traverse un passage piéton au feu rouge, et quelque part on dirait plus du Cameron que du Raimi, mais bon voilà, personnellement j'ai pas boudé mon plaisir. Petit compte rendu de la séance Doctor Strange. 2 minutes de pur bonheur contre 2h28 d'ennui mortel. Voilà. Vive James Cameron. J'ai donc vu cette semaine le dernier Doctor Strange et je rejoins vraiment l'équipe. Moi je suis sorti de la salle dépité, déprimé de voir Sam Raimi réduit à ça. Il y a un point spécifique sur lequel je souhaitais m'arrêter, c'est vraiment le sound design, car pour moi dans un film de Sam Raimi, le son ça a une place ultra importante. C'est des effets sonores qui percutent l'écran. C'est à la fois complètement exagéré mais aussi totalement immersif. C'est ce qui donne toute l'énergie aux scènes d'action du cinéma de Sam Raimi. C'est ce qui lui donne cette musicalité. Et là, c'est complètement absent. C'est lissé, aseptisé. Il n'y a plus rien, quoi. C'est d'autant plus frustrant que le film, il a réellement des idées qui étaient en phase avec Sam Raimi. Mais à aucun moment, on lui laisse s'exprimer tel qu'il est capable de le faire. C'est un film qui est complètement bridé. La scène de combat avec les notes de musique, c'était une idée folle sur le papier, ça aurait dû être du pur cinéma de Sam Raimi, et non, ce n'est rien, c'est complètement lisse. C'est à l'image de tout le reste du film, quoi. C'est un gâchis, un gros gâchis. Salut la Team Capture, c'est Fred, je sors de Doctor Strange 2, film pour lequel vous avez été un peu dur, je trouve. Alors oui, il y en a un scénario foutraque, pas très bien foutu. On a des enjeux dont on se fout royalement. Maintenant qu'on a posé ça, on est chez Marvel, évidemment. Il y a quand même une réalisation. On a un antagoniste, la sorcière rouge, qui est bien travaillé, avec une bonne actrice, qui apporte quelque chose. On a la scène du mort-vivant à la fin, qui vient sauver tout le monde. C'est amusant, c'est marrant, c'est Sam Raimi qui apporte sa touche. Il y a quand même plein de choses qu'on n'avait jamais vues dans un Marvel et c'est pas la catastrophe annoncée, ou en tout cas que vous avez un peu dépeint dans le podcast. Salut la Team Capture, sur Doctor Strange 2, j'attendais pas grand chose du film, mais j'ai été surpris de voir qu'il possédait malgré tout un petit cœur émotionnel avec le personnage de la sorcière rouge. Moi, j'ai pas vu Vendavision et j'en ai jamais rien eu à faire de ce personnage dans les précédents Marvel, mais ici, il faut dire qu'il m'a plutôt touché. Il y a des petits plaisirs ici et là, mais je suis conscient que sur l'ensemble du film, c'est quand même que des miettes. Et donc, je suis sorti un peu triste, parce que, oui, les thématiques du film, je me suis dit qu'il devait exister un univers parallèle dans lequel les films du MCU sont surprenants, plein de propositions esthétiques variées, mais que malheureusement, ce n'est pas l'univers dans lequel nous vivons. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Marvel, mais bon. Là, il y avait la bande-annonce d'Avatar 2 avant la séance. J'avais vu le premier à l'époque, même si j'en avais plus aucun souvenir. Et puis bon, c'était quand même Sam Raimi, donc j'y suis allé. Et ça m'a rappelé pourquoi je vais plus voir ces films.
Il y a tellement d'incohérences, de personnages qui se contredisent eux-mêmes dans la même scène parfois. Il y a une telle absence d'enjeu que c'est incroyable. Même les personnages, ils sont blasés. Et je parle des personnages, pas des acteurs, quoi. Au début, il y a une séquence où Love Interest de Doctor Strange se marie. Et elle regarde la baston de l'extérieur. Et même elle, ça la saoule. C'est incroyable. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment ces films-là, mais je sais pas, je pense qu'ils méritent mieux que ça. Donc voilà, en conclusion, vivement Avatar 2, que les gens se souviennent ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un blockbuster, et puis merci pour ce que vous faites. À plus. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci à vous et merci Alain à la technique. Merci à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si vous voulez nous encourager, nous soutenir et contribuer à notre indépendance, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Ça le temps pour un film. Salut!